Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien en ce mercredi 13 décembre 2023. On se retrouve aujourd'hui pour parler BTC, pour parler crypto, on a beaucoup de nouvelles quand même, pas mal de choses à couvrir, et ensuite on ira sur les graphiques pour voir ce qui s'est passé au niveau du BTC, comprendre justement la situation. Ça commence tout de suite. Si tu as envie de te former et profiter vraiment du bull run, c'est simple, il y a une formation parfaite, complète, gratuite à disposition. C'est à travers un parcours pédagogique qui t'apprend tout sur la blockchain, la crypto, l'investissement, l'analyse technique et le trading. Tout ça gratuitement en commentaire et en description. Tu as des exercices, des QCM, des modules, des vidéos, des guides, tout pour pouvoir t'accompagner dans ta progression. On commence tout de suite les nouvelles avec BlackRock qui a encore vu la SEC. Alors il n'y a pas que BlackRock, il y a Fidelity aussi, et donc ils ont mis à jour leur ETF spot avec notamment la possibilité de faire une rédemption, donc c'est-à-dire qu'on peut récupérer des parts de l'ETF, non plus uniquement en BTC mais aussi en cash. Ça sous-entend que l'ETF en lui-même, BlackRock, pourra de cette façon-là vendre les BTC à partir du moment où la personne décide de détruire sa part, ce qui est plutôt positif, parce que ça permet principalement aux banques de pouvoir investir à travers l'ETF, parce que les principales banques ne peuvent pas détenir du BTC, et donc ça veut dire qu'ils mettent du cash, et quand ils retirent l'ETF, ils récupèrent du cash. C'est un gros avantage, ça veut dire qu'ils ont fait globalement un trade sur BTC de cette façon-là, sans faire un trade de BTC, et sans passer par une plateforme annexe autre que l'ETF BlackRock, ce qui est positif pour justement les ETF. À côté, nous avons Celestia qui s'est intégré directement avec le CDK de Polygon. Alors pour rappel, Polygon, depuis qu'ils ont lancé Polygon 2.0, qui est leur axe d'évolution sur les 2 prochaines années, qui est globalement de transformer Polygon en tant que sidechain d'Ethereum en véritable full layer 2, et voire même full layer 2 permettant de construire d'autres blockchains. C'est la notion de CDK, Chain Development Kit, qui permet de construire des blockchains sur l'infrastructure de Polygon, et Celestia justement s'est interfacé avec Polygon pour pouvoir proposer sa solution de data availability pour toutes les blockchains qui sont construites sur Polygon, à savoir que par exemple on a en tête OKX et Immutable qui pourront utiliser directement Celestia pour la gestion de leurs données et l'accessibilité de leurs données, et donc diminuer fortement les frais de transaction. À savoir que Celestia est une blockchain de layer 2 construite sur Cosmos qui a pour but d'être une blockchain modulaire et de mettre à disposition ses fonctionnalités à d'autres blockchains pour pouvoir tout simplement se spécialiser si elles le souhaitent. À côté, nous avons une grosse nouvelle. Donc, nous avons Swarm. Pour ceux qui ne connaissent pas Swarm, c'est un des gros acteurs de la finance décentralisée qui lance une plateforme de OTC, donc Over the Counter, décentralisée, avec comme framework Mika. Alors, je sais, ça fait beaucoup d'informations, mais si on décortique un petit peu, ça sous-entend que Swarm vient de lancer la première plateforme en OTC qui est suffisamment décentralisée pour passer justement la réglementation Mika par rapport, en tout cas, à la structure actuelle. Ce qui est plutôt positif, à voir comment ça va se dérouler, si ça va pas justement se remanger une tartine suite à ça, mais en tout cas, la plateforme en elle-même a pour vocation d'offrir la possibilité d'échanger des real world assets, des tokens, un petit peu tout, de façon totalement légale, et surtout avoir la possibilité de diminuer au maximum les spreads, donc les écarts de prix lorsqu'on fait un échange, ce qui est plutôt positif. En parlant de l'Europe, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on a quand même un ensemble de protocoles qui sont en train de faire une coalition avec NIM. Nous avons Protocol Lab, Oasis et Aztec qui essaient de mettre en place en fait une forme d'alliance pour conserver la privacy au sein du Web3 qui est très important. On sait très bien que c'est très compliqué. Le Zero Knowledge Proof est une aide à ça, mais il faut qu'il soit instancié dans un environnement qui est sécurisé et qui permet d'avoir cette notion de privacy, ce qui est le cas par exemple de la solution d'Aztec, mais on sait que ce n'est pas le cas sur beaucoup d'autres blockchains qui construisent du ZK Proof. La notion de sécurité a bien été implémentée dans les ZK, par contre la notion de privacy ne l'est pas encore sur beaucoup de protocoles, à voir si elle le sera un jour, surtout quand on regarde un petit peu ce qui est en train d'évoluer de notre côté. Nous avons au niveau d'Ethereum l'arrivée de SSV qui est très important, qui utilise le DVT. Alors SSV c'est un protocole qui va
permettent de faire du stacking d'Ethereum sans posséder 32 Ethers et sans utiliser un protocole comme Lido. À savoir qu'ils vont utiliser la technologie du DVT qui permet de pouvoir faire de la validation distribuée, donc c'est-à-dire qu'il y a par exemple 10, 15, 20, 30, 100 personnes qui se mettent ensemble pour pouvoir mettre en place une validation d'Ethereum, et ça c'est totalement décentralisé, c'est totalement transparent, et donc on a la possibilité de pouvoir le faire sans passer par une plateforme comme Lido, et à savoir que si on a des protocoles qui se construisent dessus, ça pourrait être en effet la fin du liquid staking, quoique, il faut aussi comprendre que la notion de liquid staking, l'avantage premier, c'était de vous offrir de la liquidité tout en stackant. Ça veut dire que vous stackez vos Ethers, par exemple, donc qui sont bloqués dans le réseau pour valider les transactions, mais à côté, vous détenez un nouveau token qui représente les Ethers stackés, et justement, ces tokens-là, vous pouvez les déposer en collatéral pour, par exemple, retirer des USDT, ou emprunter des USDT, ou, pourquoi pas, vendre une partie de vos STETH, sans vous dire que vous allez devoir déstacker, et ainsi de suite. Ça a des gros avantages, parce qu'on rajoute de la liquidité à ces tokens, et en tout cas, au stacking. À côté, nous avons Aptos. Alors, Aptos qui a 25 millions d'APT tokens qui vont être débloqués, ce qui représente 200 millions de dollars. Donc c'est vraiment très important, on parle de quasiment 9% de la supply en circulation, donc il va falloir faire très attention dans les jours qui arrivent au niveau d'Aptos. Je pense même que c'est en ici assez rapidement. Au niveau de la macro, on a eu le chiffre de l'inflation qui est sorti, ça y est, 3,1, donc équivalent à ce qui était attendu. Ce qui est aussi intéressant, c'est que on n'a pas trop de modifications sur la structure de cette inflation. On a bien ici toujours la continuité de la déflation qui se trouve au niveau de l'énergie. On voit bien octobre, novembre, et je pense que quand on aura décembre, on aura aussi une continuité de la baisse. On va pas se le cacher, on ira voir sur le pétrole que ça continue bien à s'enfoncer, et on va aborder justement ce point-là. Donc là, pour moi, on est dans quelque chose qui est tout à fait cohérent. On voit que la lutte contre l'inflation fonctionne. L'inflation qui à la base était sticky ne l'est plus, ou en tout cas l'est beaucoup moins, principalement grâce à la chute durable du pétrole que l'on a déjà depuis 6 mois. Mais ce qui est aussi intéressant de voir, c'est que, et qu'il faut rappeler, c'est que ce n'est 3,1, c'est quand même déjà très élevé. La target de la Fed, c'est 2. Comprenez bien que c'est pas parce qu'on revient de 5 que 3,1, on va s'arrêter là. C'est-à-dire qu'il faut qu'en moyenne, elle soit à 2. 3,1, c'est le haut de la moyenne quand on a une inflation qui est contrôlée. Donc ça veut dire que on doit descendre à 2, voire même peut-être en dessous, et si la target de la Fed ne change pas, ça veut dire qu'on pourrait avoir des taux qui ne fassent pas le pivot aussi rapidement qu'attendu. Notamment par le marché. Aujourd'hui, nous avons le FOMC, donc 20h, très important, parce que ça a été suivi de l'IPC d'hier, donc forcément, on va avoir beaucoup de discussions, on va avoir surtout un communiqué, je pense, qui sera certainement mi-figue mi-raisin, qui sera entre deux. Oui, ça va mieux, mais on fait attention, vous inquiétez pas, on va pas descendre tout de suite. Bon, ça va être à peu près identique. Néanmoins, dans tous les cas, on sait que le marché va attendre ce discours, donc on va avoir comme d'habitude à l'ouverture jusqu'à 20h une chasse des liquidités et des mouvements erratiques, donc on fait très attention notamment sur le SP500. SP500 qui, somme toute, réagit plutôt positivement. On voit que la bougie continue à accélérer, il va falloir voir est-ce qu'on tient cette bougie-là, est-ce qu'on va clôturer vendredi au-dessus. Là-dessus, on aurait un signal qui serait plutôt positif. Moi, la seule chose qui me fait vraiment peur, c'est là le VIX. Le VIX continue à s'enfoncer. Pour rappel, le VIX c'est l'indice de volatilité, comprenez ça comme étant une prime de risque, d'accord? Donc c'est-à-dire que les personnes, c'est des options qui vont acheter ces primes de risque en disant ok, si jamais on a un marché qui se gaufre, je sais que j'ai mon option, donc je sais que dans tous les cas, je vais couvrir ma position. Là actuellement, il y a personne qui couvre sa position. Comprenez bien que si c'est si peu cher, ça sous-entend qu'il y a personne qui veut l'acheter. Donc tout le monde est persuadé actuellement d'avoir une accélération haussière sur le marché américain et que on n'aura pas ici de gamelle. Et ça c'est très dangereux pour l'économie, ça veut dire que globalement personne n'a de couverture, donc si jamais on a un décrochage, on peut aller très vite dans des cascades de liquidation sur le SP500, et donc là-dessus c'est comme d'habitude quand on est dans ces niveaux-là, on fait toujours très attention sur l'économie américaine, ça veut dire qu'on est peut-être déjà dans une forme de surchauffe au niveau du SP500 et du Nasdaq, bien que, comme vous pouvez le voir, on peut s'instancier et on peut rester très longtemps dans ces périodes-là. Donc,
pourquoi pas s'instancier ici avant de remonter tout doucement, peut-être avec une forme d'instabilité liée à la politique américaine, donc du coup avec une petite remontée du VIX. Je suis quand même assez sceptique en fait de l'état général du VIX actuellement. Pour le pétrole, si on regarde, on voit que la bougie d'hier a été juste impressionnante, dans lequel on a clôturé en dessous des 3 bougies précédentes, hein. Donc on marque bien la tendance, c'était bien un retracement dans lequel on marque la tendance avec la clôture de la bougie en dessous des 3 précédentes, et je pense très fortement qu'on va aller retester ici les 66,5 dans un premier temps, et voir peut-être faire une petite surextension dans les 64. Je pense que là on sera vraiment dans une zone d'achat qui sera vraiment très intéressante pour accompagner le prix. La probabilité d'aller casser ce niveau-là est quand même relativement faible, hein. Je pense qu'on est plus dans une forme de ranging, on va rester ici. Si jamais on casse ça, bon, je pense qu'on ira chercher les liquidités en dessous de 61. La probabilité de revoir un baril en dessous des 40 est quand même vraiment très faible, hein. Je pense que ce sera forcément excessivement racheté dans cette zone-là, qu'on passera la barre vraiment fatidique des 67, ce sera directement racheté, on verra justement la typologie de bougie qu'on aura à ce moment-là, mais plus on reste dans cette zone-là, plus on a une inflation qui est contrôlée, et donc plus on est propice à la mise en place d'un pivot de la Fed. À côté, au niveau du BTC, on a toujours cette bougie weekly qui continue de s'enfoncer. Si on regarde justement en daily, ce qui est intéressant de voir, c'est que on a eu une bougie de respiration hier, suivie aujourd'hui d'une bougie qui commence déjà à être relativement agressive à la baisse, et quand on compare un petit peu suite à l'accélération de la rupture des 32 000 que l'on a eu, on n'a pas eu vraiment de bougie de rupture comme ça, d'accord? C'est la première que l'on voit. On a un ensemble de petites bougies dans lesquelles on a fait des petites ruptures ici, mais c'est relativement faiblard. Là, on a quand même une grosse bougie qui marque bien une intention d'aller retester une partie plus basse qu'on a en tête avec ici ce gap CME. Forcément, hein, je veux dire, quand on a un gap qui est en train d'être avalé petit à petit, on sait que c'est pas un gap de rupture, donc la probabilité d'aller le combler est quand même très forte. La question qu'il faut se poser, c'est jusqu'où on va aller combler, parce qu'il y a quand même beaucoup de liquidités qui sont en attente au niveau du marché. Quand on regarde le Kingfisher, on voit bien qu'on a un pool de liquidités qui se trouve déjà à 38 800, un second pool qui est toujours le même, bien qu'il ait un petit peu diminué, parce qu'on a un gros pool de liquidité au-dessus, on va en discuter, donc qui est dans les alentours des 38 000, 37 000, donc on a un gros niveau de liquidité ici, qui est juste en dessous du gap CME. On voit aussi que le marché ici, au niveau des CVD, est relativement faible, donc c'est-à-dire qu'on a un marché qui n'est pas agressif, bien que la chute, en fait, des CVD, donc la chute de l'activation des ordres limites, commence à se stabiliser, avec une petite réaction ici, donc ça veut dire qu'on a de l'interaction qui s'effectue ici, plutôt agressive, et l'agressivité elle est où? Elle est là, d'accord? 44 000, on voit bien les clusters de liquidité au niveau short qui sont très impressionnants, vraiment très impressionnants, et on voit bien qu'ils ont été construites, notamment dans toute cette accélération baissière, les personnes sont positionnées, parce que on a une intention baissière qui a été validée, hop, on va se mettre ici, dans lequel on voit bien l'impulsion baissière, deuxième impulsion de baissière avec prise de liquidité, réaction quasiment inexistante, hein, on va le dire qu'on n'a pas cassé le plus haut précédent, alors que là, quand on a normalement une schématique comme ça pour une impulsion haussière, on a une réaction qui est très forte avec notamment une rupture qui est effectuée. Là, c'est pas le cas. On voit qu'on est dans une forme de consolidation. Donc, soit on est dans une forme d'accumulation, de réaccumulation de wick-off, chose que je commence à douter maintenant quand je commence à regarder justement l'order flow. Je suis en train de vraiment le surveiller. Parce que là-dessus, on pourrait très bien être dans une redistribution et casser baissier, d'accord? Donc si jamais on a une petite accel comme ça, et qu'on refait une petite distrib, et qu'on casse en fait ce niveau-là, et qu'on va prendre la liquidité ici, et qu'on n'est pas racheté, comprenez bien qu'il faut être racheté. Là, ce n'est pas suffisant, en fait, l'accélération haussière. Il faut être racheté, donc il faut avoir la bougie, et avoir en fait une grosse bougie englobante, la première, dans laquelle on va clôturer par exemple au-dessus de la précédente. Là, à ce moment-là, on a un signal pour se dire que on a du volume et que on a des personnes qui sont agressives pour racheter ces zones-là. Là, actuellement, c'est pas le cas. On se dirige vers la fin de l'année. Bon, on est toujours dans cette dynamique à faire une deuxième impulsion baissière pour aller chercher les liquidités en bas. Est-ce que la liquidité en haut actuellement est suffisante? Hop, on va se mettre ici. Ici, les 44 000 sont suffisantes pour aller faire notre retest et se dire qu'on va liquider cette partie-là. Je commence à douter parce qu'elle est présente déjà depuis, certes, assez peu de temps, mais néanmoins, on a ici un appel de prix qui est très fort, oui, mais ça veut dire aussi qu'on a une forme de positionnement qui est très fort. On a ici des positions de top traders qui sont majoritairement longues, on n'a pas de retracement, donc on n'a pas de position des top traders sur du short actuellement. On a un open interest qui est relativement flat,
Pareil ici, donc ça sous-entend qu'on a autant de positions qui s'ouvrent et qui se ferment, donc on a un maintien des leviers actuels, on a plus pour moi une forme de repositionnement d'une partie des positions des personnes, une forme de rééquilibrage du marché qui correspond en fait à cette latéralisation. Ce qui est intéressant, c'est que c'est corroboré notamment par la heatmap de liquidation, dans lequel on voit que le pool des 44 000 est relativement faible. D'accord, on a un petit pool qui s'est construit entre 42 et 43, donc qui correspond en fait à tous ces tops qui n'ont pas été pris, donc à toutes les liquidités short court terme dans lesquelles on pourra faire une petite mèche pour aller liquider tout ça, mais on n'a pas de grosses positions short qui sont en train de se positionner. Donc on est plus dans une forme semi-léthargique pour moi du cours, et on est tout simplement dans une forme de consolidation avant de faire une continuité du mouvement, pour moi A, B, C, pour une continuité baissière, pour aller chercher notamment la liquidité ici, et ensuite on verra la réaction du cours 1 sur le CME, donc la barre des 40 000 qui va être très importante, c'est une des raisons pour lesquelles on tient les 41, hein. C'est parce qu'on a 40 en dessous, et 40 qui sont vraiment très importantes, et si on casse les 40, ça veut dire qu'on va aller consolider en dessous, prendre la liquidité, et la question va être, est-ce qu'on fait une belle accumulation pour repartir, ou est-ce qu'on fait une belle distribution? Ça, dans tous les cas, on le verra ensemble dans la quotidienne. On va terminer la vidéo sur notamment le Total 3. Alors pourquoi le Total 3? Ça représente les altcoins dans lequel on avait quand même quelque chose qui tenait plutôt bien hier, et on voit que c'est quand même toujours très compliqué. Ici on n'a pas de transfert de liquidité qui se fait, et qui continue à se faire dans les altcoins, alors que justement on est dans une phase de latéralisation au niveau du BTC. Par contre on voit certains shitcoins qui sont en train d'accélérer à la hausse, et beaucoup de personnes là actuellement sont en train de se positionner en disant ok, bah on a eu ici BTC, on a eu les altcoins, on a les shitcoins, donc ça veut dire qu'à un moment donné, on va avoir un retracement du BTC qui va être beaucoup plus violent, parce que le cycle est terminé. C'est vrai que, dans le général, on fait toujours ça, sauf que il y a le petit passage Ethereum qui a été très faible, on attendait quand même beaucoup plus d'Ethereum, ça n'a pas été le cas, donc à voir par la suite. Si vraiment c'est le cas, on devrait avoir dans la semaine qui suit, justement une continuité baissière très agressive, et on verra jusqu'où on retrace, ce qui correspondrait justement à la mise en place, ou à la pré-mise en place, du Sell the News, qui est attendu déjà depuis un certain temps, hein, Buy the Rumor, Sell the News, notamment sur les ETF spot, et plus ça avance, moins on voit d'impact des nouvelles sur les ETF, parce que, on rappelle qu'on a eu quand même pas mal de nouvelles d'ETF, dont je vous ai parlé en début de vidéo, et bah il y a eu quasiment aucun impact au niveau du BTC, et qui sont plutôt positifs, ça veut dire qu'on est en train de mettre en place un ETF qui va être disponible pour les banques américaines, et aucune réaction du marché, en tout cas positive, ce qui pourrait être un signe justement de la mise en place de ce Sell the News. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'oubliez pas de me laisser un like et un commentaire, on se retrouve nous à 13h30 pour une vidéo surprise sur une crypto surprise, et oui, j'ai pas encore défini, on va regarder ça tout de suite, et donc c'est à 13h30.